Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'Edmund Kemper, un tueur en série qui aurait inspiré Hannibal Lecter et qui a surtout été popularisé assez récemment par la série Netflix Mindhunter. L'ogre de Santa Cruz, comme on l'appelle, est encore vivant et il donne des interviews en prison pour raconter son périple meurtrier. C'est sûrement le serial killer qui m'a le plus fasciné jusqu'à présent et je ne vous dis pas ça pour vous convaincre de rester, enfin pas seulement. À sa naissance, Edmund Kemper est un beau bébé de 6 kg et il va garder un gabarit impressionnant à l'âge adulte puisqu'il va faire plus de 130 kg et plus de 2 mètres de haut. Officiellement d'ailleurs, il s'appelle Edmund III parce que son père s'appelle Edmund Junior et c'est le grand-père paternel qui s'appelle Edmund, le Edmund de base. Heureusement que notre Edmund n'a pas eu d'enfant, sinon cette histoire de prénom, elle aurait été interminable. Enfin bref, Kemper n'a pas grandi dans un climat bienveillant, il était proche de son père, mais la relation entre ses deux parents a vite dégénéré, ils se séparent alors qu'il a 9 ans et ils vont ensuite divorcer. Le père, qui est un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, aurait déclaré que finalement vivre avec sa femme, c'était pire qu'être à la guerre. Vous imaginez l'ambiance. C'est donc Clarnell, la mère d'Edmund, qui va s'occuper des enfants, mais cette femme a des problèmes, elle est alcoolique, violente, elle frappait son fils et Edmund se faisait aussi maltraiter par sa grande sœur Suzanne. Notre jeune garçon va même aller dormir à la cave parce que sa mère ne voulait pas qu'il dorme avec ses sœurs. Parce que vu qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il devait partager une chambre, mais sa mère du coup préférait l'envoyer au sous-sol. Forcément, notre futur serial killer ne grandit donc pas dans une famille aimante, le climat est délétère, il est martyrisé. Alors bon, il commence à avoir des occupations un petit peu bizarres. Il enterre un chat vivant avant de le déterrer une fois qu'il est mort pour le décapiter. Il enlevait aussi la tête des poupées de sa petite sœur. Vous allez le voir par la suite que cette passion du démembrage, elle va lui rester. Est-ce que c'est français démembrage? Il aimait bien aussi jouer au jeu de la chaise électrique. En fait, il demandait à sa frangine de l'attacher à une chaise et sur cette chaise, il faisait semblant de se faire électrocuter. Alors je ne suis pas psychologue ni pédopsychiatre, mais je suis pas sûr que ce soit un jeu très sain. Il avait donc ses petits passe-temps où il faisait semblant de mourir, mais il a aussi failli mourir pour de vrai, puisque sa grande sœur l'a poussé une fois devant un train, et une autre fois, elle l'a poussé dans une piscine où il a failli se noyer. Au terme de cette enfance pas très joyeuse, comme vous avez pu le remarquer, Edmund va ensuite aller vivre chez ses grands-parents, mais les choses malheureusement ne vont pas s'arranger parce que la relation est tendue avec sa grand-mère. Si bien que le 27 août 1964, alors qu'il a 15 ans, notre petit Ed prend un fusil de chasse et il tire sur sa grand-mère. Quelques minutes plus tard, Papy rentre de l'épicerie et il se fait lui aussi tuer par son petit-fils, qui aurait déclaré par la suite qu'il avait eu pitié de lui et qu'il ne voulait pas lui annoncer la mort de mamie. Après ce crime, Edmund va appeler sa mère pour lui demander quoi faire, et sa mère va lui dire de contacter la police. Pour une fois que sa mère a une réaction normale, Ed est donc logiquement arrêté. Et il aurait expliqué aux enquêteurs qu'il voulait voir ce que ça faisait de tuer sa grand-mère. C'est vrai qu'on se l'est déjà tous demandé. Ah non, pas vous? Kemper est diagnostiqué schizophrène et il va être enfermé dans un hôpital d'État en Californie. Là-bas, c'est un prisonnier modèle, il est apprécié des psychiatres et d'ailleurs, il va les aider en faisant passer des tests à d'autres prisonniers, ce qui va lui permettre en fait d'échanger avec des criminels, des meurtriers, des violeurs, qui lui parlent de leur parcours et de leur expérience. Et lui, Edmund, il est fasciné et il ne veut pas par la suite reproduire les mêmes erreurs qui ont conduit aux arrestations de ces hommes-là. Ça va lui donner des idées pour la suite. Parce que Edmund est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, il a plus de 140 de QI, il est donc coopératif avec le corps médical, il dit aux médecins ce qu'ils veulent entendre, il les manipule un petit peu, et après 5 ans d'enfermement, il est donc libéré le jour de son 21e anniversaire, le 18 décembre 1969, et il doit alors retourner vivre chez sa mère, du côté de Santa Cruz, où il va enchaîner les petits boulots. Ed aurait rêvé travailler pour la police, mais il ne peut pas rejoindre les forces de l'ordre à cause de son gabarit impressionnant. Il va par contre réussir à travailler pour la division des autoroutes, et avec ses premiers salaires, il va s'offrir une moto qui lui faisait un petit peu penser à celle qu'utilisaient les policiers. En parallèle, il va fréquenter un bar du coin qui s'appelle le Fury Room, et qui est aussi fréquenté par les policiers des environs, et avec eux, il va sympathiser et il va se faire surnommer Big Ed. Kemper va avoir un accident de moto et il va être gravement blessé au bras. Il va d'ailleurs récupérer près de 15 000 $ lors du procès, et avec cet argent, il va s'acheter une voiture, une Ford Galaxy. Et en conduisant avec dans les environs, il va se mettre à remarquer les autostoppeuses, il y a beaucoup de jeunes femmes, et il se met donc à prendre de plus en plus de personnes en stop, et il travaille sur son comportement pour mettre les gens en confiance. Et il va ensuite préparer sa voiture pour la transformer en un piège mortel pour ses futures victimes. Il va y cacher des couteaux, des sacs plastiques, des menottes, et il verrouille même les portes des passagers pour ne pas qu'elles puissent s'ouvrir de l'intérieur. Sa série de meurtres commence le 7 mai 1972. Au total, il y aura 8 victimes, 8 femmes, et son mode opératoire est assez simple. Il va cibler des autostoppeuses qu'il prend donc dans sa voiture, qu'il va tuer dans des endroits éloignés de toute habitation. Elles sont étranglées, poignardées ou tuées par balle. Il va ensuite ramener les corps chez lui.
il va avoir des relations sexuelles avec les cadavres, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un nécrophile. Ensuite, il découpe les corps, il les démembre et il va s'en débarrasser dans la nature. Il a jeté certaines têtes de ses victimes dans des ravins, heureusement qu'il y avait personne qui marchait en contrebas. Les personnes qui font du stop, ce sont des victimes idéales parce qu'on peut les enlever sans laisser de traces. Et ça ne va pas faciliter l'arrestation de notre tueur. Les deux premières victimes, le 7 mai donc, Marianne et Anita, faisaient du stop pour aller à l'université. Edmund va les poignarder et mettre les corps dans le coffre, et en rentrant chez lui sur la route, il se fait arrêter par un policier parce que le feu arrière de son véhicule ne marche plus. Mais le policier ne va pas ouvrir le coffre et donc il ne se rend compte de rien. Il est quand même passé à 2 doigts de la promotion de sa carrière en arrêtant par hasard un meurtrier. Mais bon, pour l'instant, la chance, elle va plutôt dans le sens de notre ogre de Santa Cruz. Ça sera ensuite au tour d'Aiko, une jeune femme de 15 ans qui est tuée le 14 septembre. En fait, elle sortait de son cours de danse et elle avait raté son bus. Elle faisait du stop tout simplement pour rentrer chez elle. Début janvier, Ed achète un nouveau pistolet, une arme automatique de calibre 22, et il va donc vouloir rapidement tester son nouveau joujou avec une prochaine victime. Le 7 janvier, Cindy est donc enlevée sur le campus, elle est tuée par balle, et Edmund va ensuite cacher le cadavre de la jeune femme dans le placard de sa chambre chez sa mère, et une fois que sa mère est partie le lendemain matin au travail, il va découper le cadavre dans la baignoire de la salle de bain, avec une scie électrique, et il va garder la tête plusieurs jours en guise de trophée. Peut-être même qu'il s'est servi de cette tête comme objet sexuel, ça nous rappelle d'ailleurs l'affaire des tueurs du Sunset Strip. Si vous n'avez pas vu cette excellente vidéo, je vous conseille de la regarder en cliquant sur le petit qui va apparaître juste au-dessus. Avec toutes ces attaques, on conseille aux étudiants de privilégier des conducteurs de confiance avec des voitures qui portent le logo de l'université par exemple, grâce à un sticker sur leur coffre. Le problème, c'est que la mère d'Edmund travaille à l'université de Santa Cruz et que donc elle a des autocollants comme celui-ci. Son fils va donc en récupérer un, le coller sur sa voiture et continuer de faire des victimes. Rosalind et Allison seront les deux dernières étudiantes tuées par notre homme le 5 février 1973 et elles seront décapitées dans la voiture et il retirera les balles de leur cadavre pour ne pas qu'on puisse identifier le calibre. La fin de notre histoire, ce sera en avril. Edmund va décider de tuer sa mère, Clarnell, celle qui avait sûrement provoqué d'ailleurs tout ça, qui était à l'origine la source du mal, puisqu'en fait c'est son comportement à l'égard de son fils, les traumatismes qu'elle lui a causés durant l'enfance, qui l'ont poussé à perpétrer de tels crimes. En pleine nuit, Kemper va matraquer sa mère, il lui tranche la gorge, il la décapite, et il va d'ailleurs se servir de sa tête comme d'une cible de fléchette en la posant sur le rebord de la cheminée du salon. Il va aussi lui couper la langue et lui arracher les cordes vocales avant de jeter tout ça à la poubelle. C'était pour se venger de toutes ces années où elle a passé son temps à lui crier dessus. Par contre, je ne sais pas si on doit jeter les cordes vocales dans la poubelle jaune ou dans la poubelle marron. On a beau être écolo, ça ne doit pas être recyclable. Pour créer une histoire afin de couvrir ce meurtre, le lendemain, il va inviter la meilleure amie de sa mère, Sally, à la maison pour manger. Une fois qu'elle est arrivée, il l'a étranglée, et pour justifier leur disparition à toutes les deux, il a dit qu'elles étaient parties en vacances ensemble. Kemper, lui, s'échappe dans le Colorado en voiture, il fait 1500 km d'un coup, et il avalait des doses de caféine pour ne pas s'endormir sur la route. Il avait embarqué avec lui des armes pour se défendre au cas où, car en fait il pensait que la police était à ses trousses. Mais personne n'a découvert les corps, et il n'est donc pas recherché. Il va donc appeler la police pour avouer, sauf qu'on ne croit pas, et il rappelle une deuxième fois en demandant à parler à un policier qu'il connaissait, car ils avaient sympathisé au bar. Et à ce moment-là, on le croit, on vient l'arrêter, et il va avouer les 6 autres meurtres. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est la justification de l'arrêt de ces crimes, parce qu'en fait, notre ogre de Santa Cruz, il reconnaît que le but de tout ça avait disparu. Sa mère est morte, et en fait, c'est elle qui déclenchait ses pulsions, parce que les meurtres des étudiantes, ils avaient souvent lieu après des disputes avec sa mère. Il a été traumatisé par le comportement de sa mère durant son enfance, il s'est vengé sur elle, et maintenant, il n'a plus d'objectif à assouvir. Edmund a été condamné à la prison à perpétuité, et afin d'éviter une condamnation, son avocat avait tenté de plaider la folie au tribunal, et à la barre, Ed avait joué le jeu en disant qu'il y avait 2 personnes dans son corps, et que parfois c'était sa personnalité de tueur qui prenait le dessus. Sauf que le problème, c'est qu'il a été reconnu sain d'esprit par des psychiatres, et il a donc été emprisonné. Il a demandé à être torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive, mais on ne lui a pas accordé ce petit plaisir. Il n'a pas eu le droit non plus à la chaise électrique, alors qu'il jouait à ce jeu quand il était gamin, je vous le rappelle. En tout cas, il s'en est remis de ne pas être exécuté parce qu'il a bossé durant longtemps à la bibliothèque de la prison. Il lisait même des livres pour des prisonniers aveugles et il a reçu plusieurs médailles pour ce travail. Finalement, c'était peut-être un gars bien. Enfin, n'abusons pas trop non plus. Pour la petite anecdote, en prison, il côtoie 2 grands criminels de l'époque, Charles Manson et Herbert Mullin, qui est un tueur en série de Santa Cruz comme lui et qui a tué 13 personnes en 4 mois en 1973. Sauf que Kemper, il aime pas trop Mullin. Il trouve que ses meurtres et ses victimes n'avaient pas vraiment de sens, de logique, et en plus Mullin, il chantait et il dérangeait les gens qui voulaient regarder la télé tranquillement en prison. Alors sachant qu'il fait 1m70 et que notre ogre de Santa Cruz, je vous le rappelle, fait plus de 2 mètres, il l'a un petit peu intimidé pour le calmer. Ed lui jetait de l'eau dessus pour qu'il se taise, et lui donnait des cacahuètes quand il était sage. Comme si c'était son chien. Sauf que là, c'est un tueur en série qui s'est fait dresser par un autre serial killer. Là, c'est quand même du haut niveau. C'est récemment la série Mindhunter qui a médiatisé de nouveau Ed Kemper,
Et comme on le voit dans la production Netflix, ça a été le premier tueur en série interrogé par les profilers du FBI. Notre sociopathe est très bavard, il a participé à plusieurs documentaires sur les tueurs en série, et Edmund est décrit comme quelqu'un de poli et qui a une très bonne mémoire, puisqu'il revient sans problème sur tous les détails de ses crimes. Poli, bavard, il serait presque bon à marier en fait. Sa cruauté pourrait avoir inspiré, du moins en partie, le personnage d'Hannibal Lecter. Nothing here is vegetarian. À plusieurs reprises, on a refusé la libération conditionnelle à Kemper, qui en plus de son côté avait décidé de ne pas les demander. La prochaine fois que ce sera possible de le libérer, ça sera en 2024. Ed aura alors 75 ans, pile pour les Jeux Olympiques de Paris, ce petit chanceux. Mais moi, ce à quoi je pense surtout, c'est que s'il est libéré de prison, personne ne va vouloir aller le chercher à sa sortie, et donc il va devoir rentrer en stop tout simplement. C'est élémentaire.